24 février 1944. Les routes boueuses au sud de Cisterna, en Italie. Des tankistes américains de la première division blindée se sont accroupis près d'un énorme chasseur de chars allemand Elfan, désactivé par un incendie moteur et abandonné par son équipage. La bête de 70 tonnes était silencieuse, son blindage lourd marqué par des obus de chars américains qui avaient rebondi sans effet sur la plaque frontale de 200 mm. Mais alors que les équipages américains examinaient ce monstre allemand de près pour la première fois, ils ont remarqué quelque chose qui les a fait réfléchir. Il n'y avait pas de mitrailleuse. Presque aucune. Ces vétérans avaient combattu les blindés allemands depuis l'Afrique du Nord, à travers la Sicile, et maintenant dans les montagnes italiennes. Ils connaissaient chaque Panzer, chaque canon d'assaut, chaque chasseur de chars que la Wehrmacht déployait. Et chacun d'eux était hérissé de mitrailleuses pour la défense rapprochée. Mais cet éléphant n'avait qu'une seule mitrailleuse montée en boule dans l'avant de la coque, fixée pour tirer vers l'avant. Rien sur les côtés, rien à l'arrière, rien dans la superstructure. La réalisation les a frappés immédiatement. Cette machine apparemment invincible, avec un blindage assez épais pour repousser les obus de chars américains et un canon assez puissant pour tuer à 3 km, pouvait à peine se défendre contre un homme à pied approchant par les flancs. Les Allemands avaient construit l'un des chasseurs de chars les plus lourdement blindés et les plus puissamment armés au monde, mais lui avaient donné presque aucune capacité à se protéger contre les attaques d'infanterie. Cette découverte confirmait ce que les rapports de renseignement du front de l'Est avaient indiqué. Le Ferdinand, plus tard rebaptisé Elfan, représentait à la fois un triomphe de l'ingénierie allemande en matière de blindage lourd et un échec catastrophique de conception pratique. Son histoire allait remodeler la compréhension américaine de comment ne pas construire des véhicules blindés de combat. Pour comprendre comment une telle erreur de conception a pu se produire, vous devez comprendre l'origine inhabituelle du Ferdinand. En 1942, l'armée allemande a organisé un concours pour un nouveau char lourd qui dominerait les champs de bataille à travers l'Europe et la Russie. 2 entreprises ont concouru. Henschel und Sohn a soumis une conception conventionnelle avec une tourelle montée près du centre de la coque. Ferdinand Porsche, ami personnel d'Adolf Hitler et ingénieur automobile renommé, a soumis une conception radicale utilisant un système de propulsion électrique avec des moteurs au milieu de la coque. Porsche était tellement confiant que sa conception gagnerait qu'il a commandé la construction de 100 châssis avant même la conclusion du concours à l'usine Niblingen-Werk à Sankt-Valentin, en Autriche. Sa confiance s'est avérée déplacée lors des essais d'évaluation à Berka en avril 1942. La conception Porsche a eu du mal dans la boue profonde et a souffert de problèmes mécaniques chroniques avec sa transmission électrique à essence novatrice. La conception Henschel s'est avérée plus fiable et a remporté le contrat, devenant le célèbre char Tiger 1. Les 100 châssis de Porsche représentaient un investissement massif sans but immédiat. Plutôt que de les mettre au rebut, le haut commandement allemand a décidé de convertir ces châssis en chasseurs de chars lourds. Les ingénieurs ont déplacé les moteurs vers l'avant et ont construit une massive casemate fixe à l'arrière pour abriter le canon principal. Le résultat était le Panzerjäger Tiger P, officiellement désigné SDKFZ 184, mais mieux connu sous son nom non officiel Ferdinand, d'après son concepteur. 91 véhicules ont été convertis entre mars et mai 1943. Les spécifications étaient extraordinaires. Le Ferdinand pesait 65 tonnes, ce qui en faisait l'un des véhicules blindés de combat les plus lourds en service n'importe où en 1943. Son blindage frontal mesurait 200 mm d'épaisseur, obtenu en boulonnant une plaque supplémentaire de 100 mm à la coque frontale originale de 100 mm. Cela rendait le blindage frontal du Ferdinand 2 fois plus épais que celui du Tiger 1. Aucun canon anti-char allié ou soviétique alors en service ne pouvait pénétrer ce blindage de face. L'armement principal était le canon de 88 mm Panzerjäger Canon 43,5 avec un tube L71, l'une des armes anti-char les plus puissantes jamais montées sur un véhicule chenillé. Ce canon pouvait pénétrer 190 mm de blindage à 1000 m et détruire un char soviétique T-34 à des distances dépassant 3 km. Les tankistes soviétiques rapporteraient plus tard que des Ferdinand détruisaient leurs véhicules à des distances si grandes que le chasseur de chars allemand n'apparaissait que comme un point distant à l'horizon. À l'intérieur de la casemate blindée, 4 membres d'équipage travaillaient le canon. Le commandant dirigeait le tir, le tireur visait et tirait, et 2 chargeurs manipulaient les énormes obus de 88 mm. Le conducteur et l'opérateur radio étaient assis dans un compartiment séparé à l'avant de la coque, complètement isolé du compartiment de combat. La communication entre les positions d'équipage avant et arrière n'était possible que par radio, un arrangement inhabituel qui s'avérerait problématique pendant le combat. Mais le Ferdinand avait de sérieuses faiblesses au-delà de son manque d'armement défensif. Les 2 moteurs Maybach HL120, conçus à l'origine pour des véhicules beaucoup plus légers, peinaient à déplacer la masse de 65 tonnes. La vitesse maximale sur route n'était que de 30 km/h. La vitesse tout-terrain tombait à 10 km/h. Le système de propulsion électrique à essence complexe était sophistiqué mais capricieux, sujet à la surchauffe dans le compartiment moteur confiné. Le système de suspension manquait de galets de retour, une mesure d'économie qui augmentait considérablement l'usure des chenilles. Les chenilles elles-mêmes, déjà stressées par le poids énorme, s'usaient rapidement. Les pièces de rechange étaient chroniquement rares. L'autonomie tout-terrain du véhicule n'était que de 90 km avant de nécessiter un ravitaillement. La récupération des Ferdinand endommagés ou en panne nécessitait plusieurs véhicules de récupération Berge-Panzer 4 travaillant ensemble, car un seul véhicule ne pouvait pas déplacer le poids massif. Les 91 Ferdinand ont été affectés à 2 bataillons de chasseurs de chars lourds. Le Schwer Panzerjäger Abteilung 653 a reçu 45 véhicules.
Le Schwer Panzerjagdabteilung 654 a reçu 44 véhicules. Ensemble, ces bataillons formaient le régiment de Panzer lourd 656 sous le commandement du colonel Rudolf Gilles. Le début au combat est venu à la bataille de Kursk en juillet 1943. L'opération Citadelle représentait la tentative de l'Allemagne d'éliminer le saillant soviétique massif autour de la ville de Kursk par un double enveloppement. Adolf Hitler avait reporté l'offensive à plusieurs reprises, attendant que de nouvelles armes comme le Charpenter et le Ferdinand arrivent. Il croyait que ces armes miracles compenseraient la supériorité numérique soviétique et apporteraient une victoire décisive. 89 Ferdinand ont été déployés pour la pince nord de l'attaque dans le cadre de la 9e armée du maréchal Walter Model. Avant même le début du combat, 6 véhicules ont dû être retirés pour des réparations mécaniques, un signe troublant. Les 83 Ferdinand restants se sont préparés à mener l'assaut allemand. Le 5 juillet 1943, vers 5h30, l'opération Citadelle a commencé. Les Allemands ont lancé leur attaque après un bombardement d'artillerie massif. Les Ferdinand ont avancé dans le cadre des fers de lance d'assaut, leur mission étant de détruire les canons antichars soviétiques et les chars à longue portée, permettant aux blindés allemands plus légers et à l'infanterie d'avancer. Initialement, les Ferdinand ont fonctionné exactement comme prévu. Leurs canons puissants détruisaient les chars soviétiques avant que les T-34 ne puissent se rapprocher à portée efficace. Leur blindage épais repoussait les tirs antichars soviétiques qui auraient détruit les chars allemands conventionnels. Les tankistes soviétiques étaient choqués par les obus rebondissant sans effet sur le blindage frontal de 200 mm. Certains équipages de chars soviétiques abandonnaient leur position plutôt que d'affronter les monstres allemands apparemment invincibles. Mais les préparations défensives soviétiques étaient bien plus étendues que ce que les renseignements allemands avaient estimé. Le front central seul avait posé plus de 400 000 mines antichars à travers de multiples ceintures défensives. Le grand poids du Ferdinand les rendait particulièrement vulnérables. Lorsqu'une mine explosait sous une chenille, les dégâts qui en résultaient cassaient souvent la suspension, pliaient la chenille elle-même ou détruisaient les galets. Le poids de 65 tonnes rendait les réparations sur le terrain presque impossibles. Sur les 45 Ferdinand du Schwer Panzerjagdabteilung 653 engagés le premier jour, tous sauf 12 ont été immobilisés par des dégâts de mine avant 17 heures. La plupart seraient finalement réparés et remis en service, mais la récupération de véhicules aussi massifs d'un champ de bataille actif s'est avérée extraordinairement difficile. Des équipes de démolition soviétiques sortaient la nuit pour détruire les Ferdinand abandonnés avec des charges explosives. Encore plus dévastateur, l'infanterie soviétique a rapidement découvert la faiblesse fatale du Ferdinand. Le véhicule n'avait pratiquement aucune capacité défensive contre les attaques d'infanterie. Le canon principal avait une traverse limitée et ne pouvait pas s'abaisser suffisamment pour engager des cibles proches du véhicule. Il n'y avait pas de mitrailleuse nulle part sur le véhicule pour la défense rapprochée. Une fois que l'infanterie soviétique avait réduit la distance, les équipages de Ferdinand avaient peu d'options. Les tactiques d'infanterie soviétique se sont adaptées en quelques jours. Des équipes antichars spéciales ont appris à laisser les Ferdinand passer au-dessus de leur position dans les tranchées et les trous de renard. Les soldats soviétiques avaient subi un entraînement pour surmonter la phobie des chars, y compris des exercices où les chars roulaient directement sur des tranchées occupées. Une fois que les Ferdinand avaient passé la première ligne défensive, les fantassins émergeaient de leurs abris avec des fusils antichars PTRD-41, des charges de démolition et des cocktails Molotov. Le fusil PTRD-41 ne pouvait pas pénétrer le blindage épais du Ferdinand, mais il pouvait endommager le pont moteur, les chenilles et les blocs de vision. Un tir bien visé sur les grilles du moteur pouvait déclencher des incendies ou endommager les systèmes de refroidissement. Des tirs sur les chenilles pouvaient immobiliser le véhicule. Une fois qu'un Ferdinand était immobilisé, l'infanterie soviétique l'assaillait avec des cocktails Molotov et des grenades. Les cocktails Molotov éclaboussaient du carburant enflammé sur les ponts moteurs. Les grenades jetées sur les grilles de ventilation remplissaient l'intérieur de fumée et d'éclats d'obus. Les équipages de Ferdinand étaient piégés. Ils ne pouvaient pas voir les fantassins accroupis à côté de leur véhicule en raison d'une vision extrêmement limitée. Ils ne pouvaient pas leur tirer dessus parce qu'il n'y avait pas de mitrailleuse. Ils ne pouvaient pas s'échapper si leur chenille était endommagée. Leur seule option était d'abandonner le véhicule et d'essayer d'atteindre les lignes amies à pied, ce qui s'avérait souvent fatal. Certains équipages désespérés ont tenté des défenses improvisées. Quelques-uns ont essayé de tirer avec leur mitrailleuse personnelle MG42 dans le canon du canon principal, faisant pivoter tout le canon de 80 mm pour viser les attaquants. Cela s'est avéré absurde, dangereux et largement inefficace. D'autres équipages ouvraient les écoutilles pour tirer avec des pistolets et des mitraillettes, s'exposant au feu ennemi. Ces mesures désespérées sauvaient rarement le véhicule. La bataille de Kursk s'est transformée en désastre pour les Ferdinand. Bien qu'ils aient obtenu des ratios de destruction impressionnants lors de l'engagement des blindés soviétiques à longue portée, ils ont subi des pertes dévastatrices dues aux mines et aux attaques d'infanterie. Les archives allemandes prétendent que le Schwer Panzerjagdabteilung 653 a détruit 320 chars ennemis tout en perdant 13 Ferdinand au combat. Les revendications combinées pour les deux bataillons dépassaient 500 chars soviétiques détruits. Cependant, ces statistiques impressionnantes masquaient la réalité. La plupart des pertes de Ferdinand provenaient non pas des chars ennemis, mais des dégâts de mines, des pannes mécaniques et des attaques d'infanterie. Les véhicules qui excellaient dans le combat défensif à longue portée étaient mal utilisés comme armes de percée dans des opérations offensives à travers des ceintures défensives soviétiques lourdement minées. Le 12 juillet, lorsqu'Hitler a annulé l'opération Citadelle suite à l'invasion alliée de la Sicile, environ 50 Ferdinand restaient opérationnels sur les 89 qui avaient commencé la bataille.
L'expérience de Koursk a forcé les commandants allemands à reconnaître les défauts de conception critique du Ferdinand. À l'automne 1943, tous les Ferdinand survivants ont été renvoyés en Allemagne pour des modifications complètes. Le processus de réaménagement a pris plusieurs mois à Nibelungenwerk. Les ingénieurs ont ajouté une mitrailleuse MG-34 montée en boule dans l'avant de la coque pour la position de l'opérateur radio, donnant au véhicule au moins une certaine capacité défensive contre les attaques d'infanterie. Ils ont installé une nouvelle coupole de commandant avec cette bloc de vision, le même type utilisé sur le canon d'assaut STUG-3, améliorant considérablement la capacité du commandant à observer le champ de bataille. Ils ont appliqué de la pâte antimagnétique Zimri sur la coque et la superstructure. Ils ont amélioré la conception des grilles du moteur pour offrir une meilleure protection. Les modifications ont ajouté 5 tonnes au poids du véhicule, portant le total à 70 tonnes. Aucune amélioration n'a été apportée au moteur ou à la transmission, de sorte que le Ferdinand déjà sous-motorisé est devenu encore plus lent. Le 1er mai 1944, Hitler a personnellement ordonné que le véhicule soit officiellement rebaptisé de Ferdinand à éléphant. En février 1944, 11 des éléphants nouvellement modifiés ont été envoyés d'urgence en Italie. La première compagnie du Schwer Panzerjägerabteilung 653, commandée par le lieutenant Helmut Ulrich, a été déployée pour contrer le débarquement allié à Anzio. Les forces américaines et britanniques avaient débarqué au sud de Rome dans une tentative de déborder les lignes défensives allemandes. Le terrain montagneux de l'Italie s'est avéré encore plus difficile que la steppe russe. Les routes de montagne étroites avec des pentes raides et des virages en épingle à cheveux n'ont jamais été conçues pour des véhicules de 70 tonnes. Les ponts construits pour le trafic civil ne pouvaient pas supporter le poids de l'éléphant. Les véhicules devaient traverser des ruisseaux à gué, grimper des pentes rocheuses et naviguer sur un terrain qui défiait même les chars beaucoup plus légers. Les pannes mécaniques étaient constantes. Les moteurs stressés surchauffaient dans les montées raides. Les transmissions tombaient en panne sous la contrainte. Les chenilles s'usaient à des vitesses alarmantes sans pièces de rechange disponibles en Italie. Lorsqu'un éléphant tombait en panne sur une route de montagne étroite, il bloquait toute la route jusqu'à ce qu'il puisse être récupéré ou poussé sur le côté. Les équipages de chars américains ont eu leur premier regard de près sur un éléphant lorsque le véhicule 102 de la 2e compagnie est tombé en panne avec un incendie moteur près de Cisterna fin mai 1944. L'équipage l'a abandonné et les ingénieurs américains l'ont examiné minutieusement. Ils ont confirmé ce que les rapports de renseignement du front de l'Est avaient indiqué. Le véhicule possédait un blindage et une puissance de feu extraordinaire, mais souffrait de vulnérabilité critique. Les rapports de renseignement américains notaient la vision d'équipage extrêmement limitée de l'éléphant, en particulier sur les côtés et à l'arrière. La mitrailleuse unique montée dans la coque fournissait un tir défensif inadéquat, couvrant seulement un arc étroit directement vers l'avant. Plus important encore, le grand poids du véhicule et le groupe motopropulseur sous-motorisé le rendaient très vulnérable aux pannes mécaniques. Les forces américaines ont conclu qu'elles n'avaient pas besoin de craindre ce véhicule dans les opérations offensives car il tomberait probablement en panne avant d'atteindre le champ de bataille. La doctrine tactique américaine mettait l'accent sur l'évitement des engagements frontaux où le blindage et le canon de l'éléphant lui donnaient un avantage écrasant. Au lieu de cela, les forces américaines manœuvraient pour attaquer par les flancs ou l'arrière, attendaient que les véhicules tombent en panne, ou appelaient l'artillerie et le soutien aérien contre le blindage latéral et arrière mince de l'éléphant. Même les canons américains de 75 mm pouvaient réaliser des destructions. Sur les 11 éléphants initialement envoyés en Italie, au moins 3 ont survécu pour être évacués en août 1944. Les autres ont été perdus tout au long du printemps et de l'été 1944. Le Ferdinand 114 a été détruit le 1er mars. Le Ferdinand 131 a été mis hors de combat le 2 mars. Le Ferdinand 113 a été perdu le 25 mai. Plusieurs véhicules ont été détruits lors des combats de juin autour de Cisterna. La plupart des pertes résultaient de pannes mécaniques plutôt que de l'action ennemie. L'éléphant capturé, véhicule 102, qui avait été à l'origine Ferdinand 633 à Koursk, a finalement été expédié au terrain d'essai d'Aberdeen dans le Maryland pour des tests détaillés. Les ingénieurs américains ont mené des évaluations approfondies confirmant les forces et les faiblesses du véhicule. Les tests ont validé que, bien que l'éléphant soit formidable dans son rôle conçu, il était impraticable pour les conditions réelles du champ de bataille. Les éléphants restant sur le front de l'Est ont vu des combats continus tout au long de 1944, principalement dans des opérations défensives en Ukraine. 2 compagnies totalisant 28 éléphants ont été déployées pour renforcer les positions du groupe d'armées sud près de Tarnopol. Les véhicules se sont avérés efficaces lorsqu'ils étaient correctement employés dans des positions d'embuscade avec un soutien d'infanterie, mais il n'y en avait jamais assez pour faire une différence stratégique. L'attrition due au combat et aux pannes mécaniques réduisait régulièrement leur nombre. Un petit groupe d'éléphants a participé aux batailles défensives pendant l'offensive soviétique Vistula-Oder en janvier 1945. Alors que les forces soviétiques avançaient profondément en Pologne, les derniers éléphants survivants ont combattu dans les batailles défensives au sud de Berlin en avril 1945. À la fin de la guerre, seulement 2 éléphants ont survécu intacts. Un Ferdinand capturé par les forces soviétiques à Koursk en juillet 1943 est maintenant exposé au musée des chars de Kubinka à l'extérieur de Moscou. L'éléphant capturé par les forces américaines en Italie réside maintenant à Fort Gregg Adams en Virginie. La question fondamentale demeurait, comment les ingénieurs allemands ont-ils pu concevoir un chasseur de chars de 65 tonnes sans moyens adéquats pour se défendre contre l'infanterie? La réponse résidait dans l'origine improvisée du véhicule et les hypothèses intégrées dans la doctrine allemande.
Le Ferdinand n'a jamais été destiné à opérer seul. La doctrine allemande d'armes combinées prévoyait que les chasseurs de chars travaillent avec un soutien d'infanterie. L'infanterie protégerait le véhicule de l'infanterie ennemie tandis que le chasseur de chars engageait les blindés ennemis à longue portée. Sur le papier, cette doctrine avait un sens parfait. En pratique, l'infanterie ne pouvait pas toujours suivre le rythme des véhicules blindés, en particulier à travers un terrain miné ou à travers des positions fortifiées. L'infanterie pouvait être clouée par le feu ennemi tandis que les chasseurs de chars continuaient en avant. Dans les opérations de nuit ou par mauvaise visibilité, l'infanterie et les blindés pouvaient se séparer. N'importe laquelle de ces situations laissait le Ferdinand sans défense, et toutes se produisaient régulièrement à Kursk. Les concepteurs allemands étaient devenus trop confiants dans leur philosophie de conception de blindage. Ils privilégiaient une protection de blindage maximale et une puissance de feu maximale tout en supposant que des tactiques appropriées compenseraient d'autres déficiences. Les concepteurs du Ferdinand croyaient que son blindage épais le protégerait des armes anti-chars et que son canon à longue portée garderait les chars ennemis à distance de sécurité. Ils n'ont pas considéré adéquatement les menaces d'infanterie à courte portée malgré des années d'expérience de combat montrant que les chars immobilisés ou isolés étaient extrêmement vulnérables. La décision de construire le Ferdinand sans mitrailleuse adéquate était un choix de conception conscient, pas une surveillance. Cela reflétait des hypothèses spécifiques sur l'emploi qui se sont avérées fatalement erronées dans le combat réel. Le véhicule était optimisé pour un rôle tactique très étroit, le combat anti-char à longue portée depuis des positions défensives préparées avec un soutien d'infanterie garanti. Lorsqu'il était utilisé dans ce scénario exact, le Ferdinand était terriblement efficace. Mais la guerre permet rarement de telles circonstances idéales. Pour les concepteurs de chars américains, le Ferdinand Elfant a fourni de précieuses leçons négatives. Il a démontré que les spécifications sur papier ne se traduisent pas par une efficacité sur le champ de bataille. Un véhicule pouvait avoir le blindage le plus épais et le canon le plus puissant au monde, mais échouer quand même s'il ne pouvait pas être entretenu sur le terrain, s'il ne pouvait pas atteindre sa position de combat, ou s'il ne pouvait pas se défendre contre tous les types de menaces. La doctrine américaine des chasseurs de chars mettait l'accent sur des priorités très différentes. Des véhicules comme le M10 et le M36 avaient beaucoup moins de blindage que le Ferdinand, mais étaient plus rapides, plus fiables, mécaniquement plus simples et équipés de plusieurs mitrailleuses pour l'autodéfense. Ils ont été conçus pour la mobilité et la fonctionnalité pratique plutôt que pour une protection maximale. La doctrine américaine acceptait que les chasseurs de chars compteraient sur la dissimulation et la manœuvre plutôt que sur un blindage lourd. Le contraste était frappant. Les Allemands ont construit le chasseur de chars défensif ultime et ont découvert que la capacité défensive ultime ne signifiait rien si le véhicule ne pouvait pas survivre en approchant sa position défensive. Les Américains ont construit des véhicules moins impressionnants mais plus pratiques qui pouvaient réellement accomplir leur mission dans des conditions réelles de champ de bataille. L'histoire du Ferdinand Elfant illustre le danger de la surspécialisation dans la conception des armes. Lorsque les circonstances correspondaient aux paramètres de conception étroits du véhicule, il était presque impossible à arrêter. Mais lorsque les circonstances déviaient même légèrement, ses faiblesses devenaient catastrophiques. Les champs de mines l'immobilisaient. Les problèmes mécaniques le mettaient hors service. Les attaques d'infanterie le détruisaient. Le véhicule consommait des ressources rares tout en offrant une efficacité au combat global limitée. Aujourd'hui, les historiens militaires étudient le Ferdinand Elfant comme un récit édifiant sur la conception pratique par rapport à la performance théorique. Le véhicule apparaît dans les cours de développement de blindage comme un exemple de la façon dont des spécifications impressionnantes peuvent masquer des déficiences opérationnelles critiques. Il démontre que les armes doivent être conçues pour les dures réalités du champ de bataille où rien ne se passe comme prévu, pas pour des conditions idéales qui existent rarement. Les deux exemples survivants se dressent comme des monuments à la fois à l'ambition d'ingénierie allemande et aux limites de la conception surspécialisée. Les visiteurs du musée s'émerveillent devant le canon massif et le blindage incroyablement épais. Puis ils remarquent la petite mitrailleuse unique couvrant seulement l'arc avant et ils comprennent immédiatement pourquoi cette machine apparemment invincible était en fait assez vulnérable. Le chasseur de chars le plus puissant de 1943, rendu impuissant par la menace la plus simple, un homme à pied avec une grenade. Pour les fantassins soviétiques qui traquaient les Ferdinand à travers les champs de mort de Kursk à l'été 1943, le manque d'armement défensif était une vulnérabilité critique qu'ils exploitaient impitoyablement. Ils ont développé des tactiques spécifiques pour vaincre ces monstres, sachant que s'ils pouvaient réduire la distance, ils pouvaient détruire une forteresse d'acier de 65 tonnes avec des armes aussi primitives qu'une bouteille d'essence et un chiffon enflammé. Pour les tankistes américains qui ont affronté les éléphants dans les montagnes d'Italie au printemps 1944, la connaissance que le véhicule avait une capacité défensive extrêmement limitée et des problèmes mécaniques chroniques réduisait considérablement le facteur de peur. Ils ont appris à éviter la zone de destruction de l'éléphant à l'avant et à manœuvrer plutôt pour attaquer depuis des positions où les canons américains pouvaient pénétrer, ou simplement attendaient la panne mécanique inévitable. Le Ferdinand Elfant a finalement prouvé que la victoire dans la guerre moderne ne vient pas de la construction de l'arme individuelle la plus puissante, mais de la construction d'armes pratiques que les soldats peuvent employer efficacement dans des conditions de combat réelles. Le chasseur de chars qui pouvait à peine se défendre contre l'infanterie est devenu un exemple parfait de philosophie de conception défectueuse, une leçon qui a influencé le développement des véhicules blindés pendant des décennies par la suite. En fin de compte, le châssis réutilisé de Ferdinand Porsche est devenu l'une des armes les plus controversées de la Seconde Guerre mondiale. Il a obtenu des ratios de destruction remarquables lorsqu'il était utilisé exactement comme conçu. Il a inspiré la peur chez les tankistes ennemis qui affrontaient son canon massif et son blindage frontal impénétrable.
Mais il a également consommé d'énormes ressources, subi des pertes catastrophiques face à des menaces simples, et finalement contribué peu à la position stratégique de l'Allemagne. Le Ferdinand Elfant reste la preuve que dans la guerre, la fonctionnalité pratique compte plus que les spécifications impressionnantes, et que l'arme la plus avancée n'est pas toujours l'arme la plus efficace.